faire présenter quelques concepts, des concepts clés et les enjeux, certains enjeux clés, hein, un peu pour vous expliquer pourquoi c'est important en pratique, mais aussi pour des fins scientifiques, pour des fins universitaires, de s'intéresser au pluralisme juridique. Voilà. Donc, je présume que ça fonctionne. Très bien. D'abord, quelques définitions de travail pour commencer. Évidemment, le droit. Et vous devez sûrement, vous vous doutez bien qu'il existe des milliers de pages tentant de définir le droit. Mais pour les fins de nos travaux, nous avons préféré une définition très large, très ouverte du droit, comme étant un ensemble de valeurs, de principes, de règles et de processus qui concourent à la régulation du groupe et au règlement des conflits au sein du groupe. Je ne sais pas si ce PowerPoint va être rendu disponible aux étudiants, sûrement. Hein? Donc, vous n'avez pas besoin de copier ou d'écrire, puisque ça vous sera livré, voilà, ça vous sera donné. On va voir cette semaine que cette définition, bien qu'elle soit très large et générale, évidemment, elle fait en sorte qu'on peut prendre en compte les particularismes de chaque culture juridique. Les chercheurs ont constaté, par exemple, que les cultures autochtones, les traditions juridiques autochtones sont moins portées, en général, mais il ne faut jamais généraliser de manière abusive, mais le plus souvent, on constate que les règles sont moins fréquentes, souvent, dans les traditions juridiques autochtones que les grands principes, les processus. On s'attarde moins à des règles techniques étroites, mais on s'intéresse beaucoup plus à des principes et à des processus. Le pluralisme juridique, bon, vous avez remarqué, vous avez remarqué sûrement que cette définition ne renvoie nullement à l'État. Hein? Il n'est pas question du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, de l'Assemblée nationale, du Parlement. Hein? On ne dit pas, ce sont des valeurs, des principes et des règles édictées par le Parlement du Canada ou prévues dans la Constitution du Canada. Hein? Aucune mention de l'État ici, bien sûr, puisque nous partons de la prémisse que l'État n'a pas le monopole du droit, que le droit est un phénomène social très diversifié qui peut très bien se manifester en dehors du giron spécifique de l'État. Le pluralisme juridique, encore définition tout à fait simple, c'est une situation où au moins deux systèmes juridiques, dont notamment le droit étatique, bien oui, bien sûr, ça peut comprendre le droit étatique, peuvent s'appliquer à une personne ou dans une société donnée. Je pourrais rendre les choses beaucoup plus compliquées, parce qu'il y a des débats théoriques, savants, sur le pluralisme juridique. Quel est vraiment le pluralisme juridique? Quelle situation correspond ou non à un pluralisme juridique? Mais je fais le pari de vous épargner ces grands débats théoriques parce que, au cours de la semaine, je pense qu'à mesure qu'on va livrer les résultats des travaux, vous allez réaliser qu'il y a différentes manières de décrire le pluralisme juridique. Mais toutes ces manières ont en commun de reconnaître que le pluralisme juridique, c'est lorsque coexistent dans un même espace, au même moment, deux systèmes de droit dans une société donnée. Bon. Le pluralisme juridique, il se manifeste parfois de manière libre, de manière non coordonnée. C'est-à-dire que le pluralisme, il est souvent non coordonné. Qu'est-ce qui caractérise le pluralisme non coordonné? Eh bien, c'est le fait que
il n'existe aucune interaction formelle qui est organisée entre les systèmes. C'est-à-dire que ces systèmes ne se sont pas donnés de mécanismes qui leur permet d'interagir de manière formelle, de manière officielle. Il n'y a pas d'entente officielle entre les représentants autochtones d'une part et les représentants de l'État d'autre part pour mettre en commun leurs règles, pour déterminer la manière dont ces règles coexisteraient. Ces systèmes ne se sont pas organisés. Ils n'ont pas organisé formellement leurs relations mutuelles. Bon, les anglophones vont parler de deep pluralism, le pluralisme profond. Certains vont parler de pluralisme extra-étatique, d'autres de pluralisme radical. Moi, je préfère parler de pluralisme non coordonné, puisque c'est effectivement une description simple de la situation. Prenons un exemple que je vais utiliser régulièrement pendant mon exposé pour éclairer mon propos. L'exemple de l'adoption coutumière autochtone au Québec. Eh bien, les études des anthropologues et de plus en plus des juristes nous montrent que dans plusieurs communautés autochtones au Québec, le droit coutumier autochtone continue de s'appliquer en matière d'adoption des enfants. Malgré les prétentions grandiloquentes du Code civil à régir toutes les adoptions au Québec, eh bien, il y a encore le fait sur le terrain d'un système juridique non étatique, Innu, Inuit, Atikamekw, Anishinaabe, qui régit les familles autochtones au Québec. Mais comme le droit étatique ne reconnaît pas le droit autochtone, eh bien, du point de vue de l'État, il s'agit d'un pluralisme non coordonné, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation officielle qui a été nouée entre le droit québécois et le droit coutumier de l'adoption. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interaction entre les cultures juridiques. Ça veut simplement dire que ces interactions-là ne sont pas officiellement structurées. Parce que, évidemment, vous comprenez bien qu'après 300 ans de cohabitation, les collectivités autochtones ont été influencées par la présence des Occidentaux. Et qu'on note, par exemple, que le droit coutumier autochtone est influencé par les valeurs occidentales. On note, par exemple, l'émergence claire en droit coutumier inuit, par exemple, du concept de l'intérêt de l'enfant. Concept occidental, par excellence, plutôt individualiste. Eh bien, ce concept, il est reconnu maintenant et il est accepté par les acteurs juridiques inuits, par exemple. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de coordination officielle, formelle entre les systèmes, qu'il n'y a pas de dialogue informel. Je parle de métissage informel. Il se produit donc des interactions, mais elles ne sont pas formalisées. Et il y a évidemment l'autre type, l'autre visage, c'est le pluralisme coordonné. C'est lorsque un ordre juridique, au moins un ordre juridique, reconnaît pour ses propres fins au moins un élément d'un autre système juridique avec lequel il cohabite. Alors, pardonnez-moi. Et donc, la coordination des systèmes juridiques crée ce que j'appelle, moi, un réseau intersystémique. On crée un réseau entre les systèmes. Quand les systèmes n'étaient pas coordonnés, on avait des réseaux qui ne communiquaient pas officiellement entre eux. Mais avec la mise en place d'un mécanisme de coordination,
on crée des liens, des passerelles entre les systèmes juridiques. On crée un élément d'échange, donc un réseau entre les systèmes, un réseau intersystémique qui permet de recevoir la réception par un système des règles, des principes ou des droits qui sont créés par un autre système. On branche un système sur l'autre. Et là, on permet ainsi le transfert d'éléments d'un système à l'autre. Par exemple, toujours avec mon exemple de l'adoption coutumière que je vais privilégier, au Québec, on ne reconnaît pas l'adoption coutumière. Mais dans d'autres parties du Canada, on le fait. Par exemple, dans les territoires du Nord-Ouest, on reconnaît l'adoption coutumière autochtone. Alors, la conséquence, c'est que la loi de l'État donne effet dans le système gouvernemental à l'adoption qui s'est déroulée dans l'univers coutumier. De sorte que le parent adoptif coutumier devient le parent officiel pour les fins du gouvernement. Donc, c'est très important. Ça signifie que le parent coutumier, dorénavant, il aura droit aux allocations familiales, par exemple, parce que le gouvernement lui reconnaît que c'est bel et bien lui, le père ou la mère de l'enfant. Alors qu'en réalité, c'est le père ou la mère coutumière, adopté coutumièrement, qui a adopté selon la coutume et non pas selon la loi. Donc, vous voyez, on transfère dans le droit du gouvernement étatique le statut de parent, avec toutes les conséquences qui en découlent du point de vue de, je l'ai dit, les allocations familiales, les avantages fiscaux, mais aussi l'autorité parentale. Donc, la capacité, par exemple, d'autoriser un traitement médical urgent pour l'enfant, la capacité d'inscrire l'enfant à l'école, tout ce qu'un parent peut faire, autrement dit, on lui permet maintenant de le faire dans le système de l'État. On a créé un réseau juridique entre les systèmes. Donc, ce pluralisme juridique est souvent appelé pluralisme juridique étatique dans la littérature, ou weak legal pluralism, du pluralisme juridique faible. Je n'entrerai pas dans les détails pourquoi on parle de faible et de fort, mais en réalité, il faut savoir qu'il n'y a pas que l'État qui se pose la question de la coordination entre les systèmes juridiques. Il y a aussi les systèmes juridiques autochtones eux-mêmes qui doivent prendre position par rapport à leur relation avec l'État. Par exemple, en matière d'adoption coutumière, toujours, il y a des données qui nous indiquent que le droit coutumier inuit, par exemple, reconnaît l'adoption légale. C'est-à-dire que dans l'univers coutumier, on va reconnaître le statut d'un parent qui a adopté un enfant selon la loi québécoise. Donc, si le droit de l'État québécois ne reconnaît pas le droit inuit, il semble que l'inverse n'est pas vrai. Il semble que le droit inuit reconnaisse, en certaines circonstances, le droit de l'État. Pendant cette semaine, vous aurez des exemples des deux types de pluralisme. Il y aura des cas où on sera en présence d'un pluralisme non coordonné et plusieurs exemples de pluralisme coordonné. Et l'enjeu, évidemment, je reviendrai aux enjeux plus tard. Ici, il y a une remarque importante, c'est que le résultat de la coordination, c'est de créer un droit intersystémique, un droit hybride. Vous savez, lorsque l'État décide de reconnaître un aspect du droit de la culture juridique autochtone, il ne le fait jamais complètement. Il ne le fait jamais sans poser de conditions, sans filtrer, sans exclure certains éléments du droit autochtone. De sorte que le régime qui résulte de la coordination
ou de la reconnaissance. Ce n'est jamais un régime qui est identique au droit autochtone d'origine, ni au droit de l'État général. C'est un entre-deux. C'est un mélange des deux. Un droit hybride. Hein? La coordination du pluralisme juridique engendre toujours un droit métissé. Un droit intermédiaire entre le droit autochtone extra-étatique, d'une part, et le droit étatique général. Par exemple, en matière d'adoption coutumière, hein, au Canada, lorsque le droit étatique reconnaît et donne effet à l'adoption autochtone, il va incorporer certains éléments du droit autochtone. Par exemple, le plus souvent, on va reconnaître la manière autochtone de poser les conditions de l'adoption. Hein? Quand est-ce qu'on peut adopter un enfant? Qui peut adopter un enfant? Puis comment se fait le transfert de l'enfant? Ça, on va s'en remettre généralement aux processus coutumiers, qui sont des processus oraux. Mais on va ajouter des règles, des conditions. Par exemple, on va exiger le consentement écrit des parents. Ça n'existe pas en droit autochtone, cette exigence d'un consentement écrit des parents. Tout se fait selon la tradition orale, c'est informel, mais l'État introduit un élément de consentement écrit. Et, plus fondamentalement, on impose le respect de l'intérêt de l'enfant. Ah, ça c'est un concept que les Autochtones reconnaissent de plus en plus, mais l'interprètent différemment de ce que l'État estime être le meilleur intérêt de l'enfant. Et enfin, on prévoit une procédure de certification. Donc là, il y a une autorité qui vient et qui atteste qu'effectivement, l'adoption s'est faite conformément à la coutume. Donc, on établit des éléments de formalisme. On établit des exigences documentaires, mais aussi des exigences de fond. Et au final, qu'est-ce qu'on a? On a un système d'adoption qui est un mélange. Un mélange de la coutume et du droit de l'État. Ce n'est pas exactement la coutume, mais ce n'est pas exactement l'adoption légale qui s'applique à tous les autres Québécois. Donc, on se retrouve avec une situation où il y a en fait 3 régimes. Hein? C'est ce que je reproche, moi, à des anthropologues comme Van der Linden qui dit « Lorsque l'État reconnaît la coutume, il tue le pluralisme juridique. » C'est faux. Lorsque l'État reconnaît la coutume, il ajoute au pluralisme juridique parce qu'il crée un nouveau régime intermédiaire entre la coutume et le droit commun, le droit qui s'applique à l'ensemble de la population. Reprenons l'exemple de l'adoption coutumière. Bon, j'affirme ici que le pluralisme coordonné engendre, pour une question donnée, une trilogie de régimes. Ça veut dire 3 régimes, au moins. Hein? D'abord, le droit autochtone non étatique qui subsiste. Je veux dire, ce n'est pas parce que l'État dit dans une loi « Ah, on va reconnaître l'adoption coutumière » que ça vient modifier le droit autochtone coutumier. Le droit coutumier continue d'exister en dehors de l'État comme il existait auparavant. Voyez? Donc, on a un premier régime qui reste en place, qui est la coutume non étatique, la coutume autochtone, voilà, coutumière. Ensuite, il y a bien sûr le nouveau régime hybride, le nouveau régime mélangé, métissé, là, dont on a parlé tout à l'heure, où si le parent inuit, par exemple, décide que, bon, au lieu de simplement appliquer la coutume sans aucune formalité, ben, ce serait utile d'avoir les papiers du gouvernement. Hein? Donc, pour avoir les papiers du gouvernement, il va plutôt choisir l'option de l'adoption coutumière, mais ce que j'appellerais l'adoption coutumière officielle, c'est-à-dire l'adoption reconnue par l'État. Et là, c'est une adoption coutumière qui n'est pas vraiment coutumière, c'est un mélange de coutumes et de droit occidental. Il va falloir qu'il
remplisse la paperasse prévue par le gouvernement, consentement écrit des parents, qu'il aille voir un fonctionnaire qui va attester, donc qui va émettre un certificat. Bon, bref, toute la paperasse de l'État, mais il va quand même avoir appliqué certains principes de la coutume. La DPJ ne débarquera pas, et ainsi de suite. Bon. Mais le parent inuit peut aussi choisir un troisième système. Il peut décider que lui, il va donner son enfant à l'adoption légale, officielle, qui s'applique à tous les Québécois. Et là, il va y avoir enquête de la DPJ, on va se retrouver devant le juge qui va devoir autoriser l'adoption. Vous voyez, il y a 3 systèmes en réalité, 3 régimes. Donc, quand on nous dit que la reconnaissance par l'État des systèmes juridiques autochtones tue le pluralisme juridique, je dis c'est faux, ça ajoute un nouveau régime. Oui? Oui. Oui. Vous avez tout à fait raison. On va y revenir tout à l'heure. Madame dit, oui, mais l'Autochtone qui décide de se situer totalement en marge de l'État, qu'est-ce qui arrive s'il y a une espèce de conflit internormatif, hein? Une espèce de conflit de système? Lequel va l'emporter? Ah! Très bonne question. Mais on va voir que c'est un enjeu fondamental du pluralisme juridique. Et la réponse, eh bien, elle tient beaucoup dans ce qu'on va voir tout à l'heure, dans l'évolution des rapports de force. Quand les Autochtones sont capables, sur le terrain, d'appliquer leur système juridique sans interférence de l'État, ils n'ont pas besoin de se situer sur le terrain de l'État. Mais quand l'État est assez puissant et qu'il a la volonté d'intervenir pour extirper les pratiques autochtones, là, la nécessité d'avoir une certaine reconnaissance de l'État pour protéger au minimum les Autochtones s'imposera. Et on va expliquer, on va voir tout à fait. Je vais donner des exemples. Je vais donner l'exemple du territoire, des titres sur la terre, comment le droit a évolué en la matière en fonction des rapports de force, et ainsi qu'en matière familiale. Bon, ben j'en arrive justement. La question de Madame me permet de faire la transition avec le prochain sujet, qui n'est plus strictement juridique, ouf, hein? Mais qui traite beaucoup plus des facteurs politiques et historiques qui expliquent, si on veut, l'émergence ou non d'un système coordonné de pluralisme juridique. L'État n'a pas intérêt à s'ouvrir à l'existence des systèmes autochtones, des traditions autochtones, à les reconnaître, à les accepter et même à les protéger, s'il est capable d'imposer son droit aux Autochtones. C'est la dure réalité historique. S'il est capable d'imposer son droit aux Autochtones sans subir de coûts disproportionnés, l'État colonial le fera. Il imposera son droit aux Autochtones. Prenons l'exemple, par exemple, comparons l'exemple colonial française et britannique en Afrique et l'expérience coloniale française et britannique au Canada. Le Canada est une colonie de peuplement. Les colons européens sont arrivés en grand nombre pour s'y établir. Ils sont arrivés par vagues successives, irrésistibles, implacables. Ils ont minorisé, ils ont marginalisé les peuples autochtones qui ont été réduits à de toutes petites minorités. Ça a un impact sur les rapports de force. Hein? En Afrique, les Français débarquent, ils sont un tout petit nombre. Ils ne sont pas en Afrique pour peupler l'Afrique. Ils sont là pour faire du business. Et ils découvrent des populations nombreuses, diversifiées, très, très riches culturellement,
Et ils réalisent très vite qu'ils ne seront pas en mesure d'imposer leurs droits dans tous les domaines de la vie de ces gens. Et très rapidement, les autorités coloniales françaises acceptent d'emblée que, en tout ce qui concerne les relations familiales, le droit privé, les successions, le mariage, eh bien, on va laisser en place le droit coutumier africain s'appliquer. Parce qu'on savait très bien qu'on n'aurait pas le pouvoir sur le terrain d'imposer son droit. Voyez? Donc, selon la perception que l'on a des rapports de force, eh bien, on va opter pour une approche ou une autre du pluralisme juridique, puisqu'on l'a vu, hein, le droit est un enjeu du colonialisme. Hein. De son côté, un peuple autochtone, hein, lui aussi, sera peu ouvert au pluralisme coordonné si son système juridique peut continuer de s'appliquer dans les faits malgré la présence de l'État. Hein? Pourquoi rechercher la reconnaissance par l'État de son système si de toute manière on est capable de l'appliquer sans interférences trop dommageables de la part de l'État, sans que l'État nous empêche dans les faits de continuer d'appliquer notre système de droit? Pourquoi aller demander à l'État de reconnaître notre système, puisque l'État, de toute manière, quand il reconnaît un système autochtone, il pose toujours des conditions, il impose toujours des restrictions. Bref, c'est des complications, et c'est une manière d'ailleurs que l'État utilise souvent pour essayer de dominer les Autochtones, hein, les processus de reconnaissance. Donc, si on peut éviter de s'embêter avec l'État, on va le faire. Et les peuples autochtones au Canada, on va le voir dans le domaine du droit familial notamment, ont été capables de continuer d'appliquer leurs droits sans trop de problèmes, malgré les prétentions de l'État. Donc, ils n'ont pas trop insisté pour qu'il y ait la mise en place d'un système de passerelle ou de réseau entre les systèmes juridiques. Donc, en principe, c'est le dernier paragraphe, plus le pluralisme coordonné sera avantageux pour l'État et pour les Autochtones en même temps, plus on risque d'avoir un système de pluralisme coordonné effectif et égalitaire. Moins une partie a intérêt, en raison des rapports de force sur le terrain, à accommoder l'autre, ben, moins on sera en présence d'un pluralisme coordonné ou si pluralisme coordonné il y a, d'un pluralisme coordonné égalitaire. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas parce qu'il y a mise en place de relations entre les systèmes que ces relations sont égalitaires. Souvent, ces relations reflètent la relation coloniale. Hein? L'État va dire « Ah oui, bon, vous voulez qu'on reconnaisse vos coutumes, votre manière de vous marier, votre manière de régler les successions quand quelqu'un meurt, par exemple, ou les systèmes d'adoption ou de divorce, très bien, on va le faire, mais attendez, là, on va imposer nos conditions. Voilà, vous ne pourrez pas faire ci, vous ne pourrez pas faire ça. Si vous voulez ceci, vous devez faire ça, et ainsi de suite. Donc, on crée une relation de contrôle et de domination par le biais de la reconnaissance. Quelle heure est-il? 9h30. J'ai jusqu'à 10h, hein, c'est ça? Non, je n'ai pas une heure. Ah oui, j'ai encore une heure. Je ne prendrai pas tout le temps. Je vais illustrer mon propos à partir de 2 exemples propres au Canada. D'abord, l'exemple des terres et ressources. Comment s'est vécu la rencontre des systèmes juridiques occidentaux et autochtones en ce qui concerne la relation au territoire. Bon, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Hein, au Canada, après avoir consolidé sa mainmise sur le territoire, l'État a mené une entreprise massive de colonisation.
Les Autochtones, aujourd'hui, représentent entre 3 et 4 de la population. Pendant longtemps, le gouvernement n'était absolument pas intéressé à reconnaître durablement les systèmes juridiques autochtones relativement à la terre et aux ressources. Pourquoi? Pourquoi, d'après vous, l'État n'avait pas intérêt à reconnaître et à protéger les systèmes juridiques autochtones concernant la terre et les ressources? Oui? Ben voilà, ça aurait été un obstacle presque insurmontable à l'accaparement des terres. Parce que reconnaître le système autochtone de propriété, ça signifie reconnaître les Autochtones comme propriétaires. Hein? Si je reconnais le système autochtone d'appropriation de la terre, de possession de la terre, d'utilisation de la terre, ben, je ne peux pas imposer mon système. Puis mon système, c'est lui qui permet justement à la couronne de donner des terres aux colons pour défricher, pour construire des villes, pour couper la forêt, exploiter les mines. Donc, l'entreprise coloniale, qui est une entreprise d'accaparement du pouvoir et des ressources, aurait été compromise. Puis, les Autochtones n'avaient pas la force de frappe pour empêcher la couronne d'affirmer unilatéralement ses droits sur la terre. Donc, on a mis en place des principes juridiques occidentaux qui ont permis de supplanter, donc de remplacer les systèmes juridiques autochtones qui étaient en place relativement au territoire. On a créé toutes sortes de règles de droit occidentales pour faciliter l'accaparement du territoire. Par exemple, la règle fondamentale, c'était que la couronne était propriétaire du territoire au moment où elle déclare sa souveraineté sur le territoire, elle devient propriétaire du territoire, ce qu'on a appelé la terra nullius. Hein? Et dans certains cas, dans le cas du Canada, le droit britannique reconnaissait quand même que les Autochtones pouvaient conserver certains droits sur leurs terres, mais ces droits pouvaient être abrogés unilatéralement par la couronne. Donc, on permettait ainsi l'appropriation du territoire, en faisant complètement l'impasse sur, évidemment, les règles autochtones qui étaient bien différentes et qui auraient donné les droits sur le territoire aux collectivités autochtones plutôt qu'à la couronne. Donc, comme je le dis, à l'époque, c'était l'époque du darwinisme social, culturel. Les Autochtones n'avaient pas la capacité de résister et l'État pouvait donc, sans subir de coûts disproportionnés, faire fi du droit autochtone et imposer son système. En revanche, dans une situation pareille, évidemment, les Autochtones, eux, avaient un intérêt important à faire reconnaître leur titre, parce que ça protégeait, évidemment, leurs terres contre la dépossession. Et bien sûr que la reconnaissance comporte toujours des inconvénients pour les Autochtones, mais dans leur cas, les avantages l'emportaient nettement sur les inconvénients. Donc, à l'origine, pendant longtemps, l'État, qu'est-ce qu'il a fait? Soit il a, pour éviter tout problème avec les Autochtones, il a évité d'abroger unilatéralement les droits. Qu'est-ce qu'il a fait plutôt? Il a signé des traités en vertu desquels les Autochtones éteignaient leurs droits. Donc, on a amené les Autochtones à renoncer à leurs droits
par des ententes qui, aujourd'hui, évidemment, seraient jugées totalement spoliatrices, injustes. Hein? On donnait des indemnités de quelques dollars annuellement pour une famille. Hein? On leur verse toujours, d'ailleurs. Hein? On verse encore les indemnités annuelles de quelques dollars aux familles dont les ancêtres ont signé des traités. Et puis, à l'époque de la reine Victoria, on donnait une médaille au chef à l'effigie de la reine et un uniforme de traité avec un chapeau haute forme. On leur donnait des instruments aratoires pour faire l'agriculture, des lignes pour pêcher et une réserve. Bon. Donc, ça, c'était dans les régions où la population européenne était absente, mais dans plusieurs autres régions du Canada, on n'a même pas signé de traité. On a fait comme si les Autochtones n'avaient aucun droit. On a ignoré les droits des peuples autochtones en matière foncière. Mais, évidemment, vous savez maintenant, vous suivez l'actualité, et je pense que c'est pour ça probablement que vous vous intéressez beaucoup aux questions autochtones. Vous savez que ça bouge, ça change. Hein? Le rapport de force a évolué légèrement, je dis bien légèrement, entre les Autochtones et l'État. De sorte qu'on a un climat actuellement de plus en plus favorable à une certaine rencontre des cultures juridiques, à une certaine ouverture de l'État à reconnaître les titres coutumiers, les droits coutumiers des Autochtones sur leur terre. Le contexte national et le contexte international est plus favorable à un règlement juste, entre guillemets, là, des revendications autochtones. Ce qui comporte évidemment une dimension juridique forte, y compris la reconnaissance des systèmes juridiques autochtones. Pour l'État, maintenant, il est plus acceptable ou tolérable de reconnaître certains titres fonciers autochtones parce que il n'en résultera pas vraiment de coûts insurmontables pour l'État. Parce qu'il a largement déjà réglé la question par les traités. L'ordre établi, la souveraineté de l'État est irréversiblement installée. L'existence de l'État n'est pas menacée par les revendications autochtones, de sorte que l'État peut relaxer un peu. Il a réalisé son objectif qui consistait à imposer sa souveraineté, son droit, son modèle de société et de développement. Et donc, il se dit, bon, là, on peut ouvrir un peu quand même. On peut desserrer l'étau de l'État, puisque notre survie n'est pas en jeu, hein, parce qu'on peut quand même conserver l'essentiel de l'ordre établi. Donc, l'État, lui, est plus ouvert à une reconnaissance. Il y a une pression internationale. La population canadienne est plus ouverte à un règlement, à une réconciliation avec les Autochtones. Donc, on a un climat qui change, qui évolue de manière favorable à un pluralisme coordonné. Et ça donne lieu, évidemment, à ce que j'appelle là, une dynamique favorable au pluralisme qui se manifeste au Canada, hein, vous le savez peut-être, là, on a réformé la Constitution pour reconnaître dans la Constitution les droits des Autochtones. Et puis, il y a différentes initiatives qui sont prises dans plusieurs dossiers. Hein, on a entendu parler de la Commission Vérité et Réconciliation. Là, il y a une commission d'enquête à l'égard des femmes autochtones. Bref, on voit que le climat social évolue en faveur d'une plus grande justice. Et donc, sur le terrain juridique, ça a donné lieu à une certaine ouverture de la Cour suprême à la prise en considération des principes juridiques autochtones au moment de définir, par exemple, les titres sur le territoire. Ça a donné lieu à des traités modernes. Vous savez, on continue de conclure ces ententes avec les peuples autochtones, mais savez-vous que, alors qu'au 19e siècle, un traité typique
entre le gouvernement et un peuple autochtone tenait en 4 pages. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez consulté là, les tables des matières des traités modernes, c'est 400, 500 pages. Et parfois, il y a, je ne sais plus combien il y a d'annexes complémentaires à la Convention de la baie James. Là. Je ne sais pas si quelqu'un ici pourrait me le dire, mais on est sûrement plus que 10, 12. En tout cas, on en a plusieurs. Hein? Donc, vous voyez, on ne parle plus de la même chose. Là. Les traités actuels sont un peu plus justes, je dirais un peu plus justes que les traités anciens. Et sur la question des systèmes juridiques autochtones, certains traités sont innovateurs. Il faut le reconnaître. Par exemple, le traité des Inuits du Labrador, le Nunatiavut. Ben, le traité des Inuits du Labrador, messieurs, dames, il dit clairement que le droit d'application générale pour les Inuits du Labrador, c'est le droit coutumier inuit. Et donc, le traité sur les Inuits du Labrador renverse complètement la logique établie par la colonisation, qui était de dire le droit qui s'applique à tout le monde, c'est le droit de l'État, c'est le droit occidental. Là, on dit non, non. Le droit qui s'applique en premier lieu aux Inuits du Labrador, c'est le droit coutumier. Vous voyez, donc, il y a des efforts qui sont faits actuellement pour établir une relation un peu plus égalitaire dans le cadre d'un pluralisme qui est reconnu, qui est officialisé. Mais il ne faut pas se berner d'illusions. De manière globale, l'État s'assure toujours d'avoir le contrôle de la situation. Et quand il reconnaît aujourd'hui les systèmes juridiques autochtones, il pose encore plein de conditions pour éviter, évidemment, que sa position prépondérante soit menacée. Oui? C'est quoi l'avantage que l'État obtient en laissant les individus s'auto-administrer ou en laissant le droit continuer? C'est quoi l'avantage que ça? L'avantage pour l'État, c'est de renforcer, je dirais, l'avantage le plus fondamental, c'est de renforcer sa légitimité. C'est qu'un des enjeux de la décolonisation, pourquoi pour les États, maintenant, c'est devenu, la pression est de plus en plus forte pour régler la question autochtone? C'est que les États reconnaissent, et la communauté internationale reconnaît de plus en plus, que les États qui ont résulté de la colonisation souffrent d'un vice congénital. Un vice congénital, une maladie qu'ils ont à la naissance. Et c'est quoi cette maladie qu'ils ont depuis leur naissance? C'est qu'ils sont fondés sur la domination et la dépossession. C'est pas glorieux, hein, pour un État. Et puis, ça ne vient pas renforcer l'autorité de l'État auprès des communautés. Donc, décoloniser, ça passe par un peu plus d'autodétermination pour les peuples autochtones. Puis le pluralisme juridique, c'est un élément de la décolonisation. On l'a vu, puis c'est un élément de l'autodétermination. Si on dit à un peuple autochtone, très bien, vous souhaitez pouvoir adopter vos propres lois concernant des questions qui sont vraiment importantes pour vous, pour vos cultures. C'est une manière d'apaiser la relation avec les Autochtones et c'est une manière, paradoxalement, d'intégrer les Autochtones dans l'État. Parce que c'est aussi un résultat des traités modernes. Quand un peuple autochtone conclut un traité d'autonomie gouvernementale avec l'État, il accepte l'État, officiellement. Il accepte de faire partie de l'État, d'être intégré dans l'État. Ça vient renforcer à la fois la légitimité de l'État et l'autorité de l'État. Vous comprenez? Puis en même temps, vous savez, si une communauté autochtone peut se gouverner elle-même, ça augmente les chances pour cette communauté-là, peut-être, de régler les problèmes fondamentaux, les crises que connaissent ces communautés. Vous savez, les gouvernements réalisent de plus en plus que l'approche qui consistait à imposer leur manière de régler les problèmes, leur système juridique, ça ne marche pas. Hein? Imposer le système de justice criminelle, par exemple, chez les peuples autochtones, vous allez le voir, là, il y a des gens qui vont venir vous en parler, ça n'a pas fonctionné.
Ces communautés-là n'avaient pas besoin de l'État au quotidien pour régler les conflits ou pour organiser les événements intimes de la vie familiale. Là, on parle de la sphère intime des familles et des communautés. On ne parle pas des grands enjeux territoriaux qui mettent en cause le développement même de l'État et tout, non. On parle de la vie quotidienne dans la sphère privée et limitée des familles. Là, l'État ne jugeait pas, évidemment, urgent d'interférer dans la vie des communautés, de se mêler de la vie des communautés en la matière. Et donc, on a observé que les communautés étaient suffisamment cohésives, suffisamment autosuffisantes sur le plan culturel, social et économique. L'État était absent ou très peu présent dans leur vie quotidienne et par conséquent, leurs systèmes coutumiers se sont perpétués dans beaucoup de communautés, surtout les communautés éloignées, il faut bien le dire. C'est sûr que les Wendat, ici, là, à proximité et même au cœur de la culture occidentale, je n'ai pas fait d'enquête empirique, mais je soupçonne que si, en 2016, nous faisions une enquête empirique chez les Wendat, on verrait difficilement des manifestations fortes des systèmes ancestraux Wendat d'adoption. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, je ne dirai jamais cela parce que je n'ai pas accès aux données, mais voilà. Par contre, on constate que chez les Inuits, par exemple, les 2/3 des enfants donnés en adoption aujourd'hui le sont selon la coutume et non pas selon le Code civil. Voyez? Donc, pendant longtemps, les Autochtones n'avaient pas besoin de mettre en réseau leur système avec celui de l'État. Et donc, pendant longtemps, une situation de pluralisme juridique non coordonné a prévalu. Mais le contexte a changé. Le contexte a changé en raison de la sédentarisation, l'urbanisation et l'avènement de l'État-providence. Hein? Les Autochtones sont mobiles, leurs collectivités sont diversifiées, sont plurielles, et ils sont sédentarisés, leurs économies traditionnelles ont été mises à plat ou marginalisées, et donc les Autochtones sont de plus en plus au quotidien en interaction avec l'État. Ils ont besoin de plus en plus de l'État dans toutes sortes de domaines, mais surtout dans le domaine socio-économique. Hein? Ils sont demandeurs d'avantages sociaux, de prestations, de services qu'offre l'État-providence. Les Autochtones ont de plus en plus besoin de papiers, de certificats pour prouver, bon, voilà, leur statut, leurs droits, leur situation familiale au gouvernement afin de pouvoir bénéficier des avantages qui sont prévus par le droit de l'État. Vous voyez, la mise en relation des systèmes. C'est de pouvoir transférer dans un système, le système autochtone, les avantages prévus par l'autre système. On les met en réseau. Il y a un transfert d'avantages. Donc, il y a un risque de conflit internormatif beaucoup plus grand. Et les conséquences des conflits sont maintenant plus graves. Madame disait tantôt, qu'est-ce qui arrive si une famille autochtone décide de rester dans la sphère coutumière pure, entre guillemets, de se mettre en marge de l'État? Bien, comme cette famille-là est susceptible d'avoir de plus en plus besoin de l'État pour toutes sortes de raisons, elle risque d'être privée de plusieurs avantages de l'État. Mais elle risque aussi de voir sa situation juridique menacée. Je vais expliquer comment tout à l'heure. Du point de vue de l'État, ben, il y a aussi un mouvement favorable à la reconnaissance des systèmes juridiques autochtones en matière familiale.
Ça permet à l'État de promouvoir sa vision de la famille, parce qu'on l'a vu, hein, la reconnaissance étatique d'un système autochtone, ça ne vient jamais gratuitement. Que fait l'État quand il décide de reconnaître un système autochtone? Il pose des conditions. Il pose des conditions qui lui permettent d'imposer sa manière de voir. Hein? Donc, on l'a vu, l'État va dire « Ah ah! Voilà une occasion en or que nous avons de s'assurer que les communautés autochtones au Québec vont respecter l'intérêt de l'enfant. On va reconnaître leur adoption coutumière, puis on va leur imposer de s'engager à respecter l'intérêt de l'enfant. Puis peut-être même qu'on va permettre à ce moment-là à la DPJ d'intervenir plus facilement dans les communautés. Vous voyez? Donc, l'État, il voit son avantage. Parce que vous savez que l'adoption coutumière, ça ne fait pas l'unanimité, même dans les communautés. Parce qu'il y a des gens qui disent, attendez, là, c'est n'importe quoi, là. Dans certains cas, on ne s'assure pas que les parents adoptifs sont adéquats, qu'ils sont aptes à adopter l'enfant. On transfère des enfants dans des situations de crise. Une adolescente accouche, elle ne veut pas conserver l'enfant, elle n'est pas capable de s'en occuper, elle le donne à sa tante, laquelle tante est elle-même dépendante de substances diverses et multiples, et elle-même en difficulté. Donc, protéger les petits là-dedans, comment faire? Bien, on va reconnaître effectivement la validité de ce transfert d'enfant qui s'est fait de manière informelle entre la petite et sa tante, mais en même temps, on va contrôler la tante. On va aller évaluer la tante, puis si la tante n'est pas apte à garder l'enfant, bien, on va déclarer l'enfant en compromission. On va déclarer que l'enfant, le développement de l'enfant est menacé, puis on va l'enlever à la tante. Donc, l'État, il voit une manière d'établir un équilibre entre le respect des traditions autochtones et le respect de la valeur centrale de l'intérêt de l'enfant. Donc, l'État peut y trouver son compte. Puis en plus, il évite des conflits, il assure la sécurité juridique des parents, on évite qu'il y ait 2 ou 3 parents qui revendiquent des allocations familiales pour un enfant. Bref, on régularise les situations, on simplifie l'administration. Donc, l'État aussi y voit un avantage. Et c'est pour ça qu'actuellement, il y a un mouvement favorable à l'adoption coutumière au Canada, assez fort, y compris dans les tribunaux, dans les traités, mais aussi au Québec. Vous savez qu'il y a un projet de loi qui nous annonce qu'on va éventuellement au Québec, bientôt, reconnaître l'adoption coutumière autochtone. Donc, je voudrais peut-être, pour conclure, avant une période de questions, vous rappeler un peu les enjeux pour les Autochtones du pluralisme juridique. Pourquoi c'est important, ces questions-là, en pratique pour les Autochtones? Je veux juste rappeler un point au départ qui est extrêmement important. Le fait que l'État reconnaisse ou non une pratique juridique autochtone ou une institution juridique autochtone, ça ne vient pas changer la validité interne de ces institutions dans la sphère autochtone. Ça ne vient pas changer, ça ne vient pas abroger la coutume qui reste à l'extérieur de l'État. Hein? L'enjeu du pluralisme coordonné, là, du pluralisme de réseau, si on veut, entre les systèmes, c'est ce que j'appelle, moi, l'exovalidité de la norme autochtone. L'exovalidité. Ça veut dire la validité de la norme autochtone à l'extérieur du système autochtone. Ça va? Exovalidité. Ça veut dire la validité externe. Parce que l'adoption coutumière qui s'est faite selon la coutume, elle est valide, d'après la coutume. Que l'État la reconnaisse ou non, cette adoption, elle est valide. Donc, dans l'ordre juridique autochtone, dans l'univers juridique autochtone, l'adoption n'est absolument pas problématique. Donc,
quand on dit, ben, l'État devrait reconnaître l'adoption coutumière, ce qu'on dit, c'est que l'État devrait reconnaître la validité dans son propre système de l'adoption coutumière. Donc, l'exo-validité de la norme. Ça va? Ça va? C'est important parce que certains disent, ouais, mais quand l'État reconnaît le droit autochtone, il l'élimine, il le supprime. Non, pas du tout. Il ne le fait pas. Par contre, il crée un système hybride, on l'a vu, qui est souvent dominé par l'État, parce qu'il est contrôlé par l'État. Lorsqu'il n'est pas possible pour l'État de dépasser une logique strictement hiérarchique, les avantages de la reconnaissance pour les Autochtones, de leurs droits, ça va se faire au prix fort d'une dépossession et d'une perte d'autonomie dans la sphère hybride. Pourquoi? Parce qu'on va souvent dire aux Autochtones, bien, si vous voulez qu'on reconnaisse vos droits, très bien, vous allez devoir respecter la Charte québécoise des droits de la personne, tous les droits individuels, les droits de l'homme reconnus dans les traités internationaux. Vous allez devoir faire ci, vous allez devoir faire ça. Donc, quand le rapport de force est très favorable à l'État, les Autochtones doivent y penser deux fois avant de demander la reconnaissance de leurs droits. Parce qu'il peut en résulter, l'État peut en profiter pour faire une tentative là, de contrôle ou de dépossession. À l'inverse, si la mise en réseau se fait dans des conditions acceptables, eh bien, ça peut aider à préserver, à la limite même, les cultures juridiques autochtones. Plus la reconnaissance se fait d'une manière respectueuse de l'identité des communautés autochtones, de leur tradition juridique, bien, plus ça vient valoriser ces traditions juridiques. Hein? Parce que, il faut bien le dire, dans une situation où l'État est dominant, le droit autochtone qui n'est pas reconnu, souvent va être considéré comme de la contrebande juridique. Hein? Alors qu'une fois qu'il est reconnu, évidemment, les Autochtones eux-mêmes, les individus autochtones eux-mêmes, vont être plus portés à revendiquer leur appartenance à ce système juridique. Et donc, ça peut aider à la vitalité de la tradition juridique, la reconnaissance égalitaire, ou en tout cas quasi-égalitaire, des systèmes. Donc, comme je le disais, en fait, il y a des enjeux collectifs pour les peuples autochtones. La reconnaissance peut renforcer leur autonomie, peut renforcer leur autodétermination en tant que groupe. Et puis, ça a une valeur symbolique aussi. Comme je le dis, ça consacre la dignité des traditions juridiques autochtones et ça les reconnaît comme étant partie du patrimoine juridique de l'humanité. Donc, les collectivités ont un enjeu à faire reconnaître leur système. Mais il y a des enjeux individuels. Et là, je vais rebondir sur la question de madame. Là, j'arrive vraiment au cœur du sujet. Pour les individus, pour les familles, il est parfois important que l'ordre juridique autochtone soit reconnu par l'État. D'abord, ça assure la sécurité juridique des individus et des familles. Et ensuite, ça permet l'accès aux droits et aux avantages sociaux. Le premier avantage, je l'appelle l'effet bouclier. Et le deuxième, l'effet levier. Et là, je vais expliquer. Le premier avantage qui découle pour les individus autochtones ou les familles autochtones de la reconnaissance de leur tradition juridique, de leur système juridique, c'est que, dorénavant, l'État va devoir protéger ces systèmes juridiques. Puisqu'il les reconnaît, il va devoir mobiliser ses ressources et ses acteurs pour en assurer le respect. Donc, la reconnaissance permet de déployer ce que j'appelle un écran protecteur, en évitant que ce qui est permis, prescrit ou accordé par le droit non étatique puisse être interdit ou nié par le droit de l'État. Ça évite les conflits de système. Et là, je vais vous donner l'exemple de l'insécurité
qui existe actuellement au Québec en raison de la non-reconnaissance de l'adoption coutumière pour les familles et les individus. Qu'est-ce qui arrive? Et là, je vais donner des exemples, effectivement, de situations que Madame avait probablement à l'esprit quand elle disait, oui, mais bon, si on fonctionne totalement à l'extérieur de l'État, qu'est-ce qui arrive s'il y a un conflit de normes? Mais voici ce qui peut arriver. D'abord, un parent adoptif coutumier, un parent qui a pris un enfant et l'a adopté comme son enfant, selon la coutume, dans le respect parfait du droit autochtone, peut, à la limite, aujourd'hui, se faire enlever son enfant. Pourquoi? Parce que l'État ne reconnaît pas le statut de parent à ce parent coutumier. Donc, le parent biologique, par exemple, qui change d'idée, je ne sais pas, le parent est en difficulté quand il a l'enfant, il donne l'enfant à un membre de sa famille, qui l'adopte, selon la coutume, mais ce parent biologique-là, finalement, sa situation s'améliore, et puis 5-6 ans après, il décide que finalement, il est capable maintenant de s'occuper de son enfant. Il va récupérer l'enfant du parent coutumier. Le parent coutumier va dire, « Mais non, je suis son parent, selon la coutume. Tu ne peux pas m'enlever mon enfant, c'est mon enfant. » Eh bien, le parent biologique pourrait, dans ce cas, dire, « Oui, très bien, ce n'est même pas reconnu par les lois du Québec. Je vais te traîner en cours, puis je vais demander la garde de mon enfant. » Et le juge n'aura pas le choix, parce que la coutume n'est pas reconnue. Qu'est-ce qu'il applique, le juge? Le droit civil. Et en droit civil, c'est le parent biologique qui est encore l'enfant. Parent. Donc, vous voyez bien, il y a des conflits de système qui vont être réglés en faveur du droit étatique, au détriment des acteurs coutumiers. Ça, c'est un exemple. Oui? Ben, c'est un exemple, justement, c'est des choses qui arrivent. Bien, écoutez, c'est certainement des choses qui arrivent, puis il y a des parents même qui contestent, des parents biologiques qui contestent, ils disent exactement ce que j'ai dit, qui demandent... Évidemment, les juges, par contre, ne se laissent pas nécessairement avoir, parce que les juges vont dire c'est bon, je ne reconnais pas l'adoption coutumière, je ne peux pas dire aux parents qui a actuellement la garde de l'enfant qu'il est le parent de l'enfant. Par contre, je ne veux pas nécessairement lui enlever. Je vais dire, on peut lui confier la garde légale de l'enfant, mais toujours avec la possibilité qu'il perde la garde légale de l'enfant si le parent biologique lui démontre que, bon, il veut nouer un lien avec l'enfant, il veut rétablir la relation avec l'enfant, et ainsi de suite. Et donc, puisque le parent n'est pas officiellement le parent, il y a toujours cette menace de perdre l'enfant. Mais dans la pratique, vous avez raison de poser la question. Dans la pratique, les juges ne vont pas facilement enlever un enfant d'une famille où il est heureux depuis plusieurs années, sous prétexte que l'enfant a été illégalement donné à cette famille. Vous comprenez? Mais il y a toujours la possibilité pour le parent de dire « Je suis le parent, j'ai droit à une forme d'autorité parentale, je veux reconnaître, je veux renouer avec cet enfant-là, et ainsi de suite. » Et le juge ne peut pas nier à ce parent le droit d'avoir une relation avec son enfant, parce que c'est encore son enfant. Vous comprenez? Là, on entre dans les technicités du droit, hein? Mais c'est ce qui rend parfois le droit fascinant, hein? C'est que c'est concret. C'est réel. OK. Un enfant, par exemple, à qui la coutume confère des droits alimentaires à l'encontre d'un parent adoptif. Le droit alimentaire, ça veut dire des responsabilités à l'égard d'un enfant. Ça, j'avoue que c'est du jargon juridique. Droit alimentaire, ça signifie que vous avez l'obligation de vous occuper de votre enfant, hein, de le nourrir, de le protéger. Bon, il se peut qu'en vertu de la coutume, évidemment, le parent a des responsabilités à l'égard de son enfant adoptif. Mais le débiteur, encore une fois, le débiteur, c'est le parent. Le parent qui aurait adopté l'enfant selon la coutume peut se dédire, peut dire, ben, écoutez, cet enfant-là, c'est plein de problèmes, ça me coûte cher, je ne veux plus m'en occuper. Et puis, légalement, il n'a pas de responsabilité à l'égard de cet enfant-là. Il n'est pas le parent. Il n'est pas le parent officiel de l'enfant. Vous comprenez? Ça menace la sécurité de l'enfant. Ça menace la stabilité de la situation de l'enfant.
Donc, la reconnaissance, justement, ça vise à éviter ces situations-là. Ça fait en sorte que le parent qui est parent selon la coutume va être parent selon la loi. Ça assure une cohérence entre les systèmes, une lisibilité mutuelle des systèmes, de sorte qu'on n'en arrive pas à des conflits de systèmes qui sont préjudiciables, qui causent des dommages importants aux individus et aux familles. Puis on a même vu des enfants adoptés coutumièrement, déclarés adoptables par un juge de l'État parce qu'on avait considéré que l'enfant avait été abandonné. Alors qu'il n'avait pas été abandonné, il avait été donné à une famille conformément à la coutume. Mais les acteurs de l'État ont interprété ce transfert d'enfant comme un abandon et donc comme une menace à l'enfant et ont déclaré que l'enfant pouvait être adopté selon la loi. Vous voyez, donc, le même risque là, de déposséder un parent coutumier de son enfant. Donc, l'effet bouclier de la reconnaissance, c'est que ça vient protéger les situations, ça vient stabiliser les situations, ça vient sécuriser les familles et les individus. L'effet levier, ben, j'en ai déjà parlé, ça fait en sorte que la reconnaissance ouvre la porte pour les Autochtones à tous les avantages et tous les droits socio-économiques prévus dans la loi étatique. Toutes les prestations, les avantages fiscaux, et ainsi de suite. En conclusion, le pluralisme juridique est toujours une réalité aujourd'hui. Vous allez le voir, j'espère que vous en êtes convaincus à la fin de cette semaine. Il existe au Canada et dans plusieurs pays, et même à l'échelle internationale, il existe une dynamique favorable à un dialogue officiel entre les univers juridiques, à une rencontre des univers juridiques, à une coordination des univers juridiques. Par contre, un pluralisme juridique qui est véritablement décolonisé, c'est-à-dire qui vient rompre avec la relation de domination caractéristique de la colonisation, nécessite un dialogue des cultures juridiques, hein? C'est-à-dire une ouverture véritable et authentique à la différence culturelle qui existe entre les Autochtones et les non-autochtones. Ça se réalisera, selon moi, de manière privilégiée non pas par des mesures unilatérales, non pas par des grandes déclarations, des grandes proclamations unilatérales qui proviendraient de l'État, mais par la négociation dans le cadre d'accords et de traités. Hein? Mais il ne faut pas se bercer d'illusions, et c'est mon dernier paragraphe, il ne faut pas se bercer d'illusions. On est très loin du compte, encore, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Les États résistent encore véritablement, et beaucoup, à l'idée d'une relation véritablement égalitaire avec les peuples autochtones. Les États y voient une menace, toujours dans l'autodétermination autochtone forte, dans des droits territoriaux importants. Ils y voient toujours une menace pour eux, une menace pour leur souveraineté, une menace pour leurs économies. Et donc, on voit partout dans le monde, y compris au Canada, des conflits qui continuent d'éclater, qui persistent, et une relation de pouvoir qui est encore fortement inégalitaire entre les Autochtones et l'État. De sorte qu'un pluralisme juridique, c'est-à-dire une relation coopérative, harmonieuse, égalitaire entre les univers culturels et juridiques autochtones d'une part et l'univers juridique et culturel occidental d'autre part, est très loin. Ça reste un horizon lointain. Hein? C'est encore un objectif à atteindre, un idéal à rechercher plutôt qu'une réalité. Et c'est ce constat-là qui fonde justement les travaux de notre équipe de recherche, hein, qui est d'aider les États, qui vise à aider les États et les communautés autochtones à mieux comprendre où on en est aujourd'hui et vers où on peut aller demain. Alors, voilà, j'ai terminé mon exposé introductif.